Oh mais Cyril, ça suffit maintenant. Allez, Arrêtez! Salut à tous, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Nous sommes dans le showroom de la société Extreme Screen. Vous allez découvrir aujourd'hui un endroit unique en son genre, grâce notamment à la technologie développée dans cette salle avec de la vidéoprojection ultra haut de gamme, des finitions incroyables et surtout, c'est l'une des premières salles certifiées Waveforming. C'est une technologie, on en reparlera durant la vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est du très très lourd. Cette salle représente 25 années d'expérience de la société Extreme Screen dans le domaine de l'audio-vidéo, avec notamment le partenariat de Luxe Emotion qui a entièrement réalisé cette salle, bien entendu, avec l'aide de Extreme sur le cahier des charges, etc. On va parler de tout ça en détail avec eux. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et puis à la commenter, c'est très important pour le référencement. Et puis ça fait toujours très plaisir de vous compter parmi nous. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que va falloir s'accrocher là, hein. Ça tape très très fort. Allez! Wow. Mais qui êtes-vous? Mais je suis Franck. Que fais-tu là avec moi? On essaie de profiter d'un bon film. J'avoue que ce film est pas mal. Mais il faudrait qu'on leur explique, à ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'il y a derrière cette salle de cinéma au niveau sonore, au niveau des enceintes, au niveau de tout ça. Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière? Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Ouais, il y a pas mal on va de en parler? choses. On va en parler. Allez, c'est parti. Allez, on en parle. Parle-nous un peu de cette salle au niveau sonore. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette salle? Alors, derrière cette salle, il y a d'abord des contraintes. Il y a plein de contraintes. On a essayé de faire vraiment, non pas la plus grosse, la plus belle, la plus jolie ou la plus performante salle, sans quoi on ne serait pas parti sur ce qui est chez 95% des gens, c'est-à-dire une salle avec des contraintes, donc sous-sol, bas de plafond, des murs qui ont une certaine taille, des volumes qui soient humains et transposables un petit peu dans la plupart des cas. Donc c'est de là qu'on est parti. C'est d'abord de contraintes. L'autre contrainte, elle était esthétique, faire en sorte qu'on ne voit aucun haut-parleur. C'est vrai qu'on n'en voit aucun. On n'en voit aucun, c'était le but. C'est un parti pris. C'est un parti pris. Que la salle soit esthétique et qu'elle remplisse certains codes, qu'on puisse avoir une neutralité au niveau esthétique avec des règles que l'on sait fixer nous-mêmes. Donc dans le métier, il y a certains abacs qui sont à suivre que volontairement on n'a pas voulu suivre. Ça a été un compromis tout du long et la grosse question, ça a été quand on a une contrainte ou un compromis, comment on le gère? Comment on le gère soit dans le respect d'un budget, soit dans le respect d'une performance qui est cible et qui est à atteindre. Donc là, il y avait des codes qu'on s'était fixés, une ligne de conduite, et ça a donné cette salle-là. Donc on est sur une configuration 7.4.4, donc 4 Atmos. 4 Atmos au-dessus de nous. Qu'on peut voir ici dans les arches, d'où l'intérêt des arches. Je vous les montrerai hein, dans les plans plus lumineux, parce que c'est vrai qu'on est plongé dans la pénombre de cette magnifique salle. 4 Atmos, ok. 3 places assises, pas plus, donc pas d'estrade, des surround et des surround back, 3 LCR. Donc LCR, c'est les enceintes que vous avez derrière l'écran. Voie centrale, gauche et droite. Gauche. Il y a aussi des subwoofers qui sont positionnés derrière. Non, c'est vrai. Si. Incroyable. On va venir à l'inventaire de la chose. Oui, il y a parce que justement, je parlais en introduction de cette vidéo en disant c'est du waveforming. Il y a du waveforming. On va en parler de ça, hein, parce que les caissons de base ont leur importance dans le waveforming. Hein. Exactement, puisqu'il y a des caissons devant, mais aussi des caissons derrière. Ah, en plus? Oui, il y a 2 caissons derrière qui sont cachés derrière cette partie-là. D'accord. Avec les surround back. Le tout lié avec un processing Trinov, bien évidemment, waveforming. Qu'on a vu avant, oui. Voilà, qui permet un repositionnement. Alors ici, on est très bas de plafond, puisqu'on est dans le sous-sol, et on a uniquement quelques centimètres au-dessus de cette finition. Donc bas de plafond, t'es quand même assez grand, toi. Donc 2,10 m, ouais, mais on voit que
c'est bas de plafond, comme chez la plupart des gens qui ont un sous-sol. Oui, c'est vrai qu'on ne vit pas tous dans un château avec 4 mètres de hauteur. Ça, malheureusement non, mais pour la facture de chauffage, heureusement. Il y a des contraintes des fois d'isolation acoustique aussi, quand on ne veut pas contaminer toute la maison avec le film. Bien sûr, le traitement acoustique pour que le rendu soit bon. Donc il y a des fois il y a des règles à suivre quand on veut gérer de l'acoustique dans une pièce, et en fonction de la destination acoustique de la pièce, il y a des temps de réverbération qu'on veut, qui sont recommandés, on va dire, qui sont des ABAC. En cinéma, on en a un qui est très connu, c'est RT60. À notre sens, c'est un peu trop assourdi ou amorti. Et donc ce qu'on a souhaité faire, c'était vraiment pouvoir aller sur un RT qui soit différent, qui nous soit plus agréable à l'oreille, de par l'expérience qu'on a eue dans énormément de salles. Donc la salle, tu as remarqué, quand on rentre dedans, on n'est pas étouffé. Il y a tout de suite une impression non pas étouffante, ça c'est clair, on n'est pas dans un sas en mode on n'entend plus rien, ça résonne pas, on est d'accord, ça résonne pas, mais c'est très agréable, c'est très cosy. Parce qu'il y a un facteur d'intelligibilité qui a été choisi pour être suffisamment élevé, notamment pour mettre en avant l'usage de la salle qui est multiple, c'est-à-dire à la fois cinéma, mais aussi musique. On ne voulait pas faire une salle purement home cinéma et on suit scrupuleusement les règles d'application. On voulait quelque chose qui sonne de manière agréable, où on peut se retrouver, boire un verre, écouter la musique, mais aussi regarder un film. Donc au niveau matériel, on va y venir quand même, donc il y a des enceintes qu'on a développées. Donc elles aussi, elles répondent à des critères. Donc c'est pas des enceintes de marque qu'on connaît ni quoi que ce soit, c'est votre développement de chez Xtreme. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent, il y avait un espace limité à l'arrière de l'écran. Et donc ça a été le premier critère. Des caissons, des haut-parleurs qui tiennent dans 230 mm, donc 23 cm d'épaisseur. D'accord. Parce que souvent... contrainte. Première contrainte, voilà. Ensuite, en termes de sonorité, on a chacun nos préférences. Nous, on est parti sur des développements avec des rubans pavillonnés, notamment des enceintes 3 voix, donc avec un 12 pouces, un 6 pouces pour le médium, et un grand ruban de 16 cm de haut, pavillonné, qui permet justement une orientabilité du pavillon dans tous les axes. C'est du haut rendement ? C'est du haut rendement, on est à 99 dB. Ah oui ! Par watt à 1 mètre, donc ça s'amplifie assez facilement. Les enceintes sont linéaires en phase, donc au niveau du filtrage interne, on a voulu quelque chose de à la fois facile à driver, qui soit avec énormément de présence et d'autorité, mais jamais d'agressivité. Ici, il y a des petits cubes. Ici, il y a des petits cubes. Ici, il y a des petits cubes. C'est les enceintes Atmos. Voilà, les enceintes Atmos, c'est 165 mm au cube, si j'ose dire, puisque ce sont des petits cubes, avec un haut-parleur de 5 pouces et un petit ruban qui est devant pour rester dans la même philosophie que les enceintes avant. Pour les surround et surround-back, on a développé une paire d'enceintes 2 voix, encore une fois sur un ruban pavillonné, avec un 10 pouces. Donc 2 voix, un filtre pour l'aigu et un filtre pour médium basse. Tout à fait. Ok, tout à fait. bien. L'enceinte est prévue pour être posée et accrochée ou retournée dans tous les axes à 90 degrés. Ici, pour que les tirs dans l'axe se fassent au niveau de l'audience, on a retourné l'enceinte, c'est-à-dire qu'on l'a positionnée à l'envers avec le tweeter en bas. D'accord. Pour que vraiment le tweeter soit à la hauteur de l'oreille. Plus ou moins à la hauteur de l'oreille ou par rapport au cahier des charges qu'on avait désigné, exactement. Très bien. Et sur l'avant, on a des 3 voix. Des 3 voix, ouais. Donc 12 pouces, 6 pouces pour le médium, 12 pouces pour le grave, et un ruban de 160 mm de haut qui est pavillonné, orientable dans tous les sens. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de bien les diriger, les placer, le réglage, exactement. etc. Et il y a surtout les enceintes qui sont linéaires en phase, donc au niveau du filtrage, il y a une attention particulière qui a été portée de telle manière à ne pas avoir de rotation de phase au niveau du filtre. Le résultat sonore, c'est beaucoup de présence, beaucoup d'autorité, mais jamais d'agressivité. J'allais dire, je ne suis pas très technique en termes sonores, en termes de filtrage, etc. Moi, je veux des mots, des termes qu'on utilise, de sensations. Quand on regarde le film, quelles sensations on a, et je vais vous en parler après, parce que j'ai eu plusieurs démos, et j'ai plein de choses à vous dire. Au niveau des caissons, c'est pareil, 23 cm d'épaisseur. Donc devant, la typologie, c'est une voix centrale, droite-gauche, qui sont identiques. Donc des haut-parleurs 3 voix,
qui sont pavillonnés. Et ensuite, on a 2 caissons qui font 1,20 m de large par 1 m de haut. C'est énorme. Par 23 cm. Il faut un litrage qui soit suffisant avec des drivers qui ont été faits sur mesure pour notre usage. Donc ils sont très peu épais. Par contre, en surface, sûr, il y a un volume, effectivement, on doit respecter un volume technique pour pouvoir descendre à des fréquences même pas acceptables. C'est genre... c'est de la folie. On n'est pas des fous du 20 Hz et sûrement pas dans une petite pièce puisque c'est la limite de la pièce. La pièce ne peut pas reproduire des fréquences comme ça. Donc là aussi, on a fait un cahier des charges qui permet d'obtenir plutôt une sonorité qui est celle qu'on recherchait ici. Tu as pu remarquer que c'est une sonorité assez particulière. C'est assez dingue. Oh là là, quelle intro! Le grave est phénoménal. Mais on en reparlera tout à l'heure de ce grave, hein, parce que waouh! Voilà. Donc il y a 2 caissons. Chaque caisson a un haut-parleur de 15 pouces, et donc il y en a 2 par caisson. 15 pouces, 38 cm. 38 cm, c'est ça. Donc il y a 4 fois 38 cm de vent, dans 2 caissons différents. À l'arrière, on n'a pas de symétrie, on a une asymétrie, puisqu'il y a un caisson qui fait exactement la moitié de ceux de devant. Donc 2 caissons avec un haut-parleur. Ouais, ça doit bouger. Moitié du volume, moitié de haut-parleur. Et donc avec le système waveforming, on a une partie active et une partie, je dirais, passive, de compensation. Alors justement, le waveforming, là, moi, personnellement, je n'y connais rien du tout. C'est quoi le waveforming, rapidement? Et est-ce que tout le monde peut l'avoir chez lui avec un caisson? Combien il faut de caissons? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une salle comme ça en waveforming? Pour rester très générique sur le waveforming, c'est un procédé qui est propriétaire à Trinov, donc déjà il faut un altitude 16 ou 32. Un processeur audio Trinov. Voilà, sinon pas de waveforming. D'accord. Ensuite, il y a des abacs que recommande Trinov, du nombre de caissons qu'il faut à l'avant et à l'arrière, pour pouvoir, donc en fonction du volume de la salle. En fait, plus la salle va être grande, plus il recommande un certain nombre de caissons par rapport au volume de la salle, et il y a un positionnement idéal à respecter pour que le waveforming puisse fonctionner de manière optimale. Donc l'idée, c'est de créer soit des zones de pressurisation que l'on détermine, soit, et aussi de pouvoir égaliser les modes de la pièce. Donc chaque pièce a ce qu'on appelle des modes, c'est une réponse modale qui est dans 3 axes, longitudinal, latéral et transversal. Ok. Donc les ondes obliques, etc. Donc ça peut faire partie de l'objet d'une autre vidéo qui... Ah ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, pourquoi pas? Voilà. Pour enrichir mes connaissances. Sans faire de cours audio, voilà. Donc les modes de la pièce, vous avez tous remarqué que si vous avez des caissons, quand vous vous déplacez dans la pièce, il y a des endroits où il y a plus de graves, moins de graves, etc. Donc ça, c'est la réponse modale de la pièce qui est déterminée, elle est physique, hein, personne ne peut se soustraire de l'acoustique, elle est déterminée par les dimensions de la pièce. Et chaque pièce est différente. Et chaque pièce est différente puisqu'elles ont d'autres dimensions. L'idée, c'était de pouvoir utiliser 2 groupes de caissons. Donc là, on a 4 caissons, et donc on utilise 4 sorties du Trinov, puisque chaque caisson est piloté de manière indépendante. Et donc, tout le calibrage a pour but d'égaliser les modes de la pièce, c'est-à-dire d'uniformiser la réponse dans le grave, peu importe où on se situe dans la pièce. Donc on a un bon son partout où on va. Voilà, on a une réponse dans le grave la plus homogène possible, du moins dans la zone d'écoute qui est l'objectif principal. Très bien. Je voulais aussi savoir une chose, on parlait de dimension de la pièce. Est-ce qu'on en a parlé de la dimension? Non, moi j'en ai pas parlé. Ça, c'est l'une des premières remarques que je me suis fait quand j'ai découvert le projet, quand tu m'as montré effectivement le projet, quand il était en phase de construction et de pensée, etc. Oui. Je me suis dit, mais tu avais bien plus de place en fait dans le sous-sol pour faire une salle beaucoup plus grande. Pourquoi avoir choisi de faire une salle qui est, on est quoi, sur 30 mètres carrés, 25 mètres carrés? On est sur 27 mètres carrés à peu près. Donc là, on est à 4 mètres 30 de large, sur 6 mètres à peu près de long. 6 mètres de long, 1 mètre sont réservés au local technique. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs projecteurs qui sont visibles. Ouais. Et certains peuvent être bruyants, d'autres moins bruyants, donc local technique. On a aussi un traitement acoustique qui prend une certaine place, donc il y a une grosse différence entre les dimensions brutes de la pièce béton-béton et les dimensions finies de la pièce. Ouais, ça peut varier à 1 mètre presque. Ça peut varier de plus ou moins 1 mètre, voilà, selon le type de traitement, la taille de la pièce et
et à quelle profondeur de fréquence on veut traiter, évidemment. Et là, d'avoir une pièce 27 mètres carrés, ça permet aussi de pouvoir gérer, on va dire, le volume sonore, de pouvoir aussi mettre plus fort, mais moins de puissance derrière aussi, moins d'électronique, moins d'ampli de puissance, moins de watts. C'est sûr que plus la distance ou plus le volume, donc la distance entre les enceintes et l'auditoire augmente, plus c'est compliqué, plus les moyens sont gros donc, à mettre en œuvre. Si là j'avais une pièce qui faisait 20 mètres de profondeur, et que je serais à 10 mètres, ça serait très compliqué d'avoir un son, alors, veut dire aux normes sonores en termes d'intensité, en termes de puissance, de dispersion sonore, de niveau SPL à atteindre pour l'auditoire, la taille de l'auditoire, les contraintes sont absolument plus du tout les mêmes. Et c'est non plus pas, encore une fois, le reflet des installations chez les particuliers. Oui, c'est vrai qu'on est dans une pièce qui pourrait effectivement se retrouver chez un particulier. On n'a pas tous des pièces qui font 60-70 mètres carrés, ça c'est clair. C'était ma contrainte d'introduction. Donc faire quelque chose qui soit transposable chez le particulier. Faire plus gros, c'est possible. Faire plus petit, c'est aussi possible. Mais on voulait une moyenne qui soit à échelle humaine. Je dirais faire un home cinéma sur 3 mètres ou 2,50 mètres de large par 2,50 mètres, ça reste faisable. D'accord. Et on peut même avoir de très beaux résultats. Mais avec un matériel peut-être plus contenu et... Plus contenu, effectivement. De toute façon, le budget part de manière exponentielle, plus le volume de la pièce est grande, aussi bien au niveau image qu'au niveau son. Et les contraintes aussi. Donc, rappelle-nous rapidement. Waveforming, les points qu'il faut retenir. Waveforming. Caisson avant, caisson arrière, Trinov. 7.4.4. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est clair, net, précis. Merci. On va passer à la suite. Laurent, oui. Je viens de te chercher dehors là pour que tu me présentes un peu les caractéristiques techniques purement matérielles, vidéoprojecteur, ampli, tout le tralala, lecteur et tout ce qui... Voilà, toute la technicité. Oui. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Laurent, je te laisse te présenter. Donc, je suis le cofondateur de la société Extreme Screen, donc avec Franck Clapp, mon associé. Voilà, donc moi je m'occupe de la partie commerciale essentiellement. Si tu veux, je vais te montrer le rack technique. J'ai hâte parce que c'est vrai que c'est important aussi de montrer aussi l'envers du décor, derrière ce qui se passe avec toute la technique dans ce rack technique qui est à l'extérieur. C'est aussi une caractéristique. C'est avantageux parce que ça permet justement d'éviter d'avoir du bruit, d'avoir de la luminosité aussi induite par les appareils. D'éviter toute pollution, en fait. Toute pollution, toute gênance. Et sonore. Donc on va aller voir ce rack technique et tu vas nous expliquer tout ça en détail. Okay. Très bien, on va ouvrir la salle du coup. On ouvre la salle, parce que oui, tout est domotisé dans cette salle. L'ouverture, fermeture des portes, tout ça, c'est extrêmement bien fait. Donc on se retrouve à l'arrière de la salle, donc devant le rack technique. La salle, elle est juste derrière, là. Juste ici, c'est ça, tout à fait. Ok. Je te présente un petit peu tous les appareils. Donc en source, on a un Airvolution Player One 8K, donc signature édition, donc modifié en Audiocom. Donc c'est un préparateur qui tune les lecteurs standards pour améliorer la qualité visuelle et audio. En dessous, on trouve le Madver Envy, donc le Extreme MK2, donc, qui est le fleuron de la gamme. Ensuite, en dessous, on a l'Altitude 32, donc processeur audio multicanal, donc 32 canaux. Qu'est-ce que va faire un processeur audio? Pour ceux qui nous regardent, qui ne sont pas forcément ultra techniques, quel est l'intérêt d'avoir un processeur audio comme celui-ci? À quoi sert un processeur audio? Ça sert à décoder tous les standards audio, donc notamment le Dolby Atmos, DTS:X, etc. etc. Donc c'est lui qui va décoder toutes les bandes son et les redistribuer après sur un ampli externe qui va après alimenter chaque enceinte dans la salle. Donc là, en l'occurrence, en dessous, on a un amplitude 16, donc c'est un 16 canaux, donc 16 x 250 watts. Et en dessous, on a un ampli classe D, donc de 4 x 2000 watts,
donc qui va être exclusivement utilisé que pour les caissons. C'est celui-ci. C'est ça, tout à fait. Ok. Donc ça, c'est uniquement pour les caissons. Uniquement pour les caissons, donc là on est sur du 4x 2000 watts. 4 x 2000 watts, Voilà. c'est... Ouais, sous 8 ohms. T'as la centrale électrique derrière? C'est ça, oui, on a doublé la puissance électrique. Ok. Et là on est sur il y a un mode DSP aussi hein, sur ce processeur en fait pour les caissons. D'accord. Qu'on résume. Lecteur multimédia, pour faire Voilà. rapide, pour gérer toute sa bibliothèque. Alors, voilà, ça c'est la source, on n'a Ok. pas mis le serveur, hein. Le serveur est dans une autre partie du local. D'accord. Donc c'est un Revolution NAS hein, où on a stocké tous nos films, on a à peu près 3000 films en démonstration permanente. Ce qui te permet donc de ripper Voilà, tes Blu-ray, etc. On a un Blu-ray Reaper 4K. intégré, voilà, tout Ouais. à fait, qui permet d'avoir un ISO parfait du Blu-ray ou du Donc Blu-ray c'est 4K. dématérialisé du physique. C'est ça, Voilà. pour avoir vraiment la meilleure qualité possible. Hein, avec Et la pour le maintenance. retrouver avec une interface comme Netflix, etc., Exactement. on peut, avec un mur d'image, choisir son film et tout est directement scrappé. C'est vraiment très très bien et très bien fait en termes d'ergonomie, c'est top. Exactement. Alors je vais te montrer aussi la partie vidéoprojection, puisque on a Oui, bah, y a le proche. voilà, Oh donc il y là a là. deux projecteurs. Oh là là, ça souffle là derrière. Voilà, ça souffle un peu. Et effectivement, ça a besoin de refroidissement. Tu vas nous expliquer pourquoi, parce que c'est pas n'importe quel vidéoprojecteur. D'ici, je sens la chaveur, mais c'est aller évacuer, effectivement. Alors là, en l'occurrence, on a deux machines qui sont allumées simultanément. Hein. Donc on a le Raptor, hein, le VW 380, hein, donc, de chez Sony, Ok. qui a un projecteur de 10 000 lumens, donc ça souffle déjà assez fort. Et devant, on a un modèle Christie, donc c'est un modèle professionnel 3DLP, donc qui lui fait 15 000 lumens. Donc lui, il dégage beaucoup de chaleur. Et c'est pour ça qu'on a fait une extraction. 15 000 lumens. 15 000 lumens, ouais. Ouais, donc tu as deux gros vidéoprojecteurs Deux gros extrêmement bébés, ouais. lumineux Tout à fait. et qui projettent une image de folie. Parce que c'est vrai que dans la salle, on a quand même un grand écran, donc il faut quand même de la luminosité et beaucoup de lumens pour... alors lumens, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment, comment dire, une notion de luminosité importante, plus le chiffre est élevé, plus on est ébloui, on va C'est dire, ça. Mais il faut par la aussi- luminosité. Voilà, il faut aussi qu'on ait un bon contraste, parce que Ouais. souvent les projecteurs très lumineux ont un contraste assez faiblard. Ok. Donc il faut essayer de trouver le bon milieu. Et c'est vrai que ces deux machines ont l'avantage d'avoir une très très bonne luminosité tout en ayant des noirs très très bons. Ok. Notamment avec la partie modifiée sur le Christie dont on va en parler tout à l'heure. Alors on disait en dessous le processeur vidéo Oui. qui lui va s'occuper de... Alors lui, voilà, donc lui on l'a sélectionné déjà pour la gestion automatique des formats, puisqu'on utilise dans la salle un écran en format cinémascope. Donc lui va retraiter tous les formats d'images en cinémascope. D'accord. Avec des systèmes de NLS, donc du non-linear stretch, qui permet d'étirer de manière non linéaire, ou de faire du crop, ou alors de respecter le format d'origine et en rajoutant deux bandes à gauche et à droite. Donc ça c'est pour les puristes qui ne veulent pas avoir de déformation, qui veulent projeter l'œuvre dans le format original. Très bien. Ça te permet de respecter, on va dire, tous les formats. Tous les tu formats. peux adapter tous les formats Tout à fait. d'images. Oui. Parce qu'on a des clients qui aiment bien, par exemple, quand ils sont en 2.35, projeter tous les films en 2.35 pour utiliser toute la largeur de l'écran. Et donc c'est un processeur qui permet justement de retraiter l'image pour remplir totalement l'écran. Mais pas que. Mais pas que ça, fait pas que ça en fait. Il a aussi la capacité d'aide à la fluidité Voilà, donc et ça, plein d'autres ce choses. modèle-là, en l'occurrence, effectivement, le NV Extreme MK2, c'est le processeur le plus puissant de la gamme. Donc, il a la puissance pour faire du traitement de mise à l'échelle en 8K jusqu'à du 8K, mais il fait aussi beaucoup le traitement d'image en termes de fluidification. Alors qu'aujourd'hui, c'est le seul processeur au monde qui fait de la fluidification de très très haute volée. Ok, alors petite question piège. Oui. Tu me parles de 8K, mais si ton vidéoprojecteur est que capable d'afficher de la 4K, comment ça se passe? Tu as une meilleure image
avec une image 4K, il va upscaler l'image 4K pour faire du 8K. Tout à fait. Alors, et ton projecteur va être capable d'afficher ce gain peut-être en piqué, etc. Alors, en 8K. Il y a deux écoles en fait. Soit on respecte la résolution du projecteur, donc on va upscaler toutes les sources en 8K. Et donc le traitement va se faire en 4K pardon, et va être envoyé en 4K sur le projecteur sans upscaling. D'accord. Notamment par exemple les Blu-ray UHD, où là on est déjà en 4K, donc là il n'y a pas de mise à l'échelle supplémentaire. Ce sera surtout pour tout ce qui est streaming et tout ce qui est Blu-ray classique 1080p, où là on va upscaler en 4K de manière très qualitative. Après, le 8K c'est surtout fait pour les téléviseurs 8K, parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui ont des téléviseurs 8K, et là l'avantage de ce processeur, c'est qu'on chante l'électronique du téléviseur 8K pour utiliser cette électronique. On a aussi, notamment chez JVC, on peut projeter en 8K avec un système de e-shift, et on peut donc rentrer directement dans le projecteur en 8K. D'accord. Donc ça c'est la grande possibilité de ce processeur. Après, ça ne se résume pas seulement à ça, hein, le processeur. J'imagine qu'il y a bien plein d'autres featuring dessus. Surtout le DTM, en fait. Ouais. Le DTM, ça permet en fait d'améliorer la qualité en HDR, puisqu'on a un dynamic tone mapping qui va être fait, et du coup, on va chanter celui du projecteur, qui est souvent de moins bonne qualité. Et l'autre avantage de ce produit-là, c'est qu'on peut faire une 3D LUT. Donc là, en l'occurrence, on a fait dans la salle, sur les deux projecteurs, une 3D LUT sur 4000 points. D'accord. Qu'est-ce que c'est une 3D LUT ? En fait, c'est une calibration qu'on fait en 3 dimensions pour avoir la meilleure qualité d'image en termes de rendu de couleur. Et donc là, on est sur une calibration sur 4000 points. Donc là, on a une qualité de finesse de couleur qui est comparable. De respect des couleurs par rapport à ce que le réalisateur a voulu. Tout à fait. Qui est optimal. Là, on a l'équivalent d'une performance en termes de qualité de calibration d'un studio de mastering. D'accord. Puisque sur un projecteur, on peut faire qu'une calibration, une LUT. Donc on a le réglage bias et gain, RGB, c'est tout. Alors que là, on peut régler vraiment, on peut régler chaque couleur séparément, et la luminosité et le gamma aussi sur différents points. Belle bête quand même. C'est un beau rack, très très beau rack. Il est super bien. Moi j'aime bien la porte là qui coupe le son. On ne se rend pas compte, mais dès qu'on ouvre la porte, alors on va le faire. Regarde, je vais ouvrir la porte. Je t'en prie. Alors il faut tirer un peu. Il faut tirer un peu. Oui, parce que l'aimant il est très fort. Oh purée, oui. T'arrives ? Non, j'arrive pas à ouvrir. Voilà. Ah ouais. Voilà, là c'est le son qu'on peut écouter sans avoir fermé la porte. Et quand on va fermer la porte, on n'entend presque plus. Alors, on n'a pas mis de vitre spécialement pour éviter tous les effets de reflets. Ouais, et pour pouvoir accéder aussi assez rapidement sans ouvrir la porte. De toute façon, on est à l'extérieur, donc le problème de bruit ne se pose plus, contrairement à une installation dans la pièce. Alors, on précise, dans la salle, il n'y a pas le bruit de la soufflerie, tu n'entends absolument rien. Puisque on va dire toute la salle est décolorisée par rapport au local technique, parce qu'on a fait une lucarne où on a mis un verre donc, spécifique anti-reflet et qui permet vraiment de canaliser tout le bruit dans le local technique. On n'entend quasiment plus de bruit dans la salle. Ce qu'on entend en fait, c'est surtout l'extraction d'air de la clim qui est encore qu'on retrouve encore dans la salle. Une fois que tu lances un film, tu l'entends plus. Là, évidemment, on n'entend plus rien. Est-ce qu'on peut aller voir les enceintes, l'écran, le vidéoprojecteur, mais vu de la salle? Ouais. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Je te suis. Alors, ce que je peux te montrer, c'est l'écran déjà. Donc là, dans cette salle, on utilise un écran donc, en format cinémascope de 4 mètres de large. Ok. Donc sur 1,40 m à peu près de haut. Donc avec une toile un peu spécifique, puisque c'est une toile nanotissée. Alors pourquoi ce choix et pas du micro perforé par exemple? C'est parce que là, en l'occurrence, on utilise un projecteur tri-laser, donc RGB. Donc on a le phénomène du speckle. Donc le speckle, c'est quoi? C'est un phénomène qu'on peut avoir, en fait, c'est une décomposition de la lumière, donc des trois lasers RGB.
Et quand on a une surface qui est pas adaptée, en fait, on voit une décomposition des 3 couleurs. Donc on a un effet de scintillement, comme un effet de brillance, comme des diamants en fait, de chaque couleur. Et donc ça, c'est très désagréable, voilà, c'est pas très joli. Ça fait une image très un peu sale, un peu très sale. Ouais. Ouais. J'ai déjà eu cet effet sur certains projecteurs ou effectivement sur certains plans. Ça a donné un côté très granuleux aussi. On le voit surtout aussi sur les aplats. Hein, sur les aplats aussi, les aplats, notamment là, on a un aplat blanc. Un fond blanc et on voit aucune brillance. La toile est c'est tellement lumineux, je suis obligé de baisser la luminosité de la caméra. Et l'avantage aussi de cette toile, c'est qu'on a un tissage très très fin, puisque on le voit pas à l'œil nu, même si tu te rapproches de très très près, tu mets en mode macro, on voit toujours pas la structure de la toile. Ah là, je la vois pas, la structure. Elle est vraiment, il faut voir la structure vraiment au microscope. Donc pour te donner une idée par rapport à une micro-perf, là on est sur le nombre d'interstices au mètre carré, on est environ à 5 millions d'interstices au mètre carré. Et sur une micro-perforée, on est aux alentours d'environ 300 000 trous. Donc tu vois, c'est pratiquement 20 fois plus de trous au mètre carré qu'une perforée. L'avantage, c'est qu'on ne voit aucune structure, on n'a pas de phénomène de moirée. Et tu peux donc être assez proche de l'écran. Ah bah oui, là on est super proche. Voilà, puisque l'écran... on est proche quand même de l'écran. Bah, l'écran fait 4 mètres et le recul du spectateur est à 3,80. Le dossier est à 3,80. On peut se le permettre parce que c'est du 4K aussi, donc voilà. Alors c'est vrai que la recommandation c'est souvent plus qu'une fois la largeur, mais nous comme on a des performances de très haut niveau, on peut se mettre très très proche. On a réglé vraiment le projecteur pour un confort visuel qui n'agresse pas les yeux. Hein. Donc on a un très très bon confort, on a une très très belle immersion, parce qu'on a un plafond qui est assez bas. Et donc le choix de l'écran de 35 est venu naturellement. Hein. On n'aurait pas pu faire une... Je montre à tout le monde cet écran immense. Alors c'est sûr sur la vidéo, ça va toute la largeur. Alors sur la vidéo, c'est sûr que ça donnera pas l'effet qu'on a quand on rentre dans cette salle, même d'un point de vue audio, d'un point de vue image. Malheureusement, et malgré que j'utilise quand même du matériel assez bon de vidéo, mais malheureusement je ne pourrais pas avoir la même qualité. Et je vous conseille, si vous souhaitez vraiment vous en rendre compte de la qualité d'image et de son, c'est de venir directement. De toute façon, une image, on l'a choisie quand on la voit, en fait. Hein, c'est parce qu'il y a les caractéristiques techniques et après, il y a le ressenti. Et le ressenti, c'est pas sur une brochure, on va dire, de spécifications techniques qu'on va se rendre compte. Là, en l'occurrence, on a fait un très gros travail d'optimisation au niveau de ce projecteur. Donc là, pour en parler, on est sur le Christie. Hein, donc c'est un modèle, alors la référence, c'est le M4K15 RGB. Donc c'est un modèle professionnel, 15 000 lumens. Donc on est sur du 4K, tri-laser donc. Il est caché derrière une vitre. Alors ça j'aime bien, cette solution-là, de le cacher aussi derrière une vitre, qui permet justement aussi de couper le son de la zone derrière. Et puis vous avez un système pour pouvoir switcher d'un vidéoprojecteur à l'autre. Par exemple, à côté on a le Sony, donc qui est aussi allumé. C'est génial. On peut faire des présentations donc en AB instantanément. Il faut montrer les deux types d'images instantanément. Hein. Donc ça c'est une idée de Lux Emotion qui a conçu un petit peu cette lucarne. Et c'est vrai qu'à l'usage c'est très pratique parce qu'on peut voir instantanément les deux projecteurs et on peut comme ça voir les différences, les avantages. Voilà, les deux. Les deux en même temps, ça fait de la sacrée luminosité. Hein. Voilà. Donc pourquoi ces verres? Alors c'est un verre spécifique. Hein, donc j'allais te demander, est-ce que ce verre, il n'est pas teinté, il dégrade pas, on va dire, l'image? Non, alors c'est un verre optique, donc qui a un traitement anti-reflet. Ok. Donc alors on a une petite perte, hein, comme tout verre. Hein, donc là on est sur une perte d'environ 2%. 2%, ouais, mais c'est rien par rapport au nombre de lumens et des capacités. Là, ça se voit pas à la mesure. On peut voir la perte, mais sur une image, on voit rien du tout. On voit vraiment pas du tout la différence. La particularité aussi, c'est que c'est un verre qui est totalement transparent, colorimétriquement parlant. Ok. Donc, on n'a pas de dérive colorimétrique.
Ça, c'est important aussi. Ouais. Ouais. Et donc du coup ici on en a mis 2, hein, donc un pour chaque projecteur. Alors je vais pas mettre la caméra dedans, je risque de, comment dire, brûler Oui, le capteur, voilà, tellement c'est puissant. Il faut faire un petit Faut peu faire attention. très gaffe. Alors bon, Vous voulez là, on faire mal utilise- à l'appareil photo. Alors là on n'utilise pas totalement les 15 000 lumens du projecteur parce que, alors, comme tu le sais, hein, les projecteurs DLP, leur point faible c'est le contraste, hein, le niveau Mhm. noir. Et comme tu as pu le constater, le niveau noir est absolument incroyable. C'est fou. Voilà, C'est- donc on atteint, pour te donner une idée, ici on atteint 10 000 pour 1 de contraste séquentiel. Donc pour un DLP, un tri DLP avec autant de luminosité, c'est C'est un remarquable. sacré score. Ouais. C'est incroyable. Donc comment on est arrivé à ce résultat-là? En fait, c'est une combinaison de plusieurs choses, donc notamment la lentille. Donc là, Christie propose différents types de lentilles. Hein. Donc on a des lentilles high brightness qui permettent de privilégier, on va dire, la puissance lumineuse. Mhm. Mais là, comme on est en home cinéma, on va plutôt privilégier le contraste. Donc là, on est sur une lentille high contrast, ultra high contrast, hein, donc qui permet en fait d'améliorer déjà le natif par rapport à on va dire une lentille standard. Et là, sur cette lentille, en fait, on va perdre à peu près 25% de luminosité, donc on ne sera plus à 15 000 lumens, mais on sera plutôt à 10 000 lumens. Ok. Juste Donc, par l'ajout d'où de cette- l'importance voilà. d'avoir énormément de Exact. bases, d'avoir beaucoup de pêche Voilà, parce lumineuse. qu'on va en perdre au fur et à mesure qu'on va optimiser. Donc ça, c'est la lentille de base, mais là-dessus, on a encore fait un traitement spécifique à l'intérieur de la lentille, Mhm. donc qui est fait par un sous-traitant hein, qu'on a sélectionné, et qui permet de doubler le contraste séquentiel par rapport à la lentille de base. Donc on D'accord. va passer de 5000 pour 1 de contraste à 10 000. Et donc là, on va encore reperdre à peu près 20-30%. Et donc à la fin, on va se retrouver sur une image qui va faire à peu près 7000 lumens. Ce qui est déjà Ce qui est très incroyable. bon. Et d'où l'importance d'avoir aussi beaucoup de luminosité, parce qu'il y a un énorme écran à recouvrir. Hein. Oui, surtout que la toile elle a un gain négatif, donc on va manger de la luminosité. Hein. Donc là, on est sur un gain de 0,8, donc qui permet aussi de renforcer le rendu du noir, puisque là, on a un projecteur qui est tellement lumineux qu'on va plus privilégier le noir que la puissance Alors, on du le blanc, voit hein, puisque sur là, cette le image, blanc, hein, le noir, il est vraiment très bon. Hein. Il y a beaucoup de détails. Je vous mettrai plein d'images. Vous arriverez à vous représenter tout cela. C'est pas évident. Hein, Non, se c'est représenter. difficile parce que là, le capteur, bon, comme tu fais tout en automatique, Mm. il a tendance à surexposer ou alors de faire des C'est noirs ça. très bouchés, alors que là, on a un niveau de noir qui est très dense et extrêmement, on va dire, débouché avec énormément de détails. C'est ce qui est remarquable en fait dans cette solution. Hein. Donc, alors après, on a le Sony aussi, hein, qui est mon chouchou, je l'adore, hein, ce projecteur. Donc lui, il a déjà un très bon natif d'origine, il n'y a pas besoin de le tuner hein, avec des artifices. Ça, c'est un projecteur que nous, on installe beaucoup. Donc Et ça, que tu connais très bien aussi. on le connaît depuis voilà. 3 ans, on était un des tout premiers en Europe à Mhm. être équipé de ce modèle. On en a installé voilà, plusieurs dizaines. Donc Sony Raptor. Le Sony Raptor, donc ça c'est le modèle le plus haut de gamme chez Sony. Mm. Il a la particularité d'être très puissant, d'avoir un très bon niveau noir, d'une très bonne électronique, d'une très bonne optique. Et l'avantage, comparé au Christie, c'est qu'il est très silencieux. Donc c'est un projecteur qu'on peut mettre dans la salle. Ok, par rapport au Le Christie, qui Christie, lui, voilà, c'est un peu lui- pour des salles comme celle-ci, où Voilà, il y a un endroit à l'extérieur. Il faut le mettre dans un local technique parce Mm. que on est sur du 40 décibels. Ouais, donc c'est là, pas possible, C'est pas possible dans la non. salle. Voilà, donc c'est pour ça qu'on garde toujours le Sony parce qu'on a des fois des Ça dépend les configurations utilisations. Voilà. Voilà. Si tu as besoin d'avoir le vidéoprojecteur dans la salle, Là, le Christie, il est déjà, voilà, on peut pas le placer. on est sur parce les mêmes tarifs au niveau des deux. Oui, à quelques milliers d'euros près. Oui, on est alors pour le Raptor, on est à 88 000 et pour le Christie modifié Extreme Screen, on est à 90 000. D'accord, ouais. Donc on est vraiment, c'est pas une question de prix, ce sera vraiment une question de rendu. Il y a des gens qui vont préférer le rendu du Sony, il y a des gens qui vont préférer le rendu du Christie. C'est vrai qu'après avoir vu les deux, c'est pas du tout le même rendu. C'est pas du tout le même Mm. rendu et les deux ont beaucoup de qualité. Mm.
Après, c'est un feeling, hein. Il y a des gens qui vont préférer... D'où l'importance de venir tester, de venir vraiment regarder en direct l'image. Tout à fait. Et de comparer aussi, surtout. Là, vous avez la chance de pouvoir là, comparer deux grosses... C'est instantané, donc ouais. là, on peut se faire une idée très très précise rapidement, parce que les tests, on va dire, décalés dans le temps, c'est toujours un peu problématique, parce que, on va dire, la mémoire visuelle, elle est très volatile. Hein. Le temps que tu passes d'un projecteur à l'autre, il se passe 30 secondes et on a déjà oublié l'image. Hein. Donc là, c'est instantané, on voit tout de suite voilà, chaque image de chaque projecteur. Moi, je suis halluciné par le blanc, qui est vraiment blanc. Ouais, le blanc, il est très pur. Puis les noirs... Comme dit, l'optimisation qu'on a fait sur le projecteur fait qu'on a un noir qui est très profond, qui est vraiment incroyable pour un DLP. On a quasiment le noir du Sony, mais avec le contraste intra-image qui fait la force des DLP. Alors l'avantage aussi de ce projecteur Christie, c'est qu'il a un espace de couleur, une couverture d'espace colorimétrique qui atteint les 99% du BT2020, ce qui est incroyable. Hein. Donc c'est qu'en termes de fidélité, c'est vraiment fidélité des couleurs, on va dire, sur le BT2020. On a un volume colorimétrique qui est beaucoup plus ouais. gros. Par exemple, le Sony, lui, il atteint 100% du DCI-P3. Mais ça représente par rapport au Christie, par exemple, lui, c'est 99% du BT2020, on est 150% supérieur au DCI P3. Donc, tu vois, on a quand même 50% de volume colorimétrique en plus par rapport au Sony. Et sur certains extraits, ça se voit tout de suite. Quand tu as un phare d'une voiture ou tu as un très beau rouge, bah, le rouge est beaucoup plus... ça fait vibrant, effet néon, voilà. Ça fait effet impact, ouais. Alors on a des couleurs, notamment le vert aussi, on a un vert qui est beaucoup plus chatoyant. Voilà, le fait d'avoir plus de couverture colorimétrique fait qu'on a une image beaucoup plus riche. Alors, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ces vidéoprojecteurs qui valent quand même une certaine somme, est-ce qu'ils font 3D? Parce que je sais qu'il y a certains d'entre les spectateurs qui visionnent cette vidéo qui sont très amateurs de la 3D, et dépenser beaucoup d'argent dans un vidéoprojecteur ou une installation comme celle-ci, ils veulent peut-être profiter encore de la 3D, de leur Blu-ray 3D. Est-ce que c'est compatible? Alors bien sûr, donc par rapport... alors les deux, évidemment, ils sont compatibles 3D en option. Ouais. Donc sur le Raptor, il faut juste rajouter un module externe, donc un émetteur RF. D'accord. C'est une option supplémentaire. C'est une option qu'on rajoute, hein, Okay. juste un boîtier supplémentaire. Sur le Christie, c'est logiciel. En fait, tu débloques un firmware et qui permet de rendre le projecteur 3D ready. Donc d'origine, il ne l'est pas parce que c'est une option, il n'y a pas tout le monde qui le veut. Donc là, c'est juste une licence à payer. On débloque, on injecte le firmware adéquat et alors le projecteur devient 3D. En l'occurrence, celui-là a le logiciel 3D. Donc c'est le logiciel Mirage. Hein, donc on peut profiter de la 3D, de nos films favoris. Ça, c'est un très bon point. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans les commentaires qui me disent « Mais il n'est pas 3D, et ci et ça sert à rien. » On le sait, ça. Hein, d'autant plus que là, on a deux projecteurs très lumineux, donc la 3D est juste fantastique. Hein. J'imagine même pas. Ouais. J'imagine même pas la luminosité. Parce que la 3D casse quand même 50% de la luminosité. 50% à peu près, oui. Et là, si tu as déjà beaucoup de ressources, c'est bon, quoi. Là, ça passe crème. Ça passe. Ça passe crème, j'adore cette expression. Ça passe crème, voilà. Ça passe crème. Allez, on continue. Monsieur Luxe Émotion, comment allez-vous? Écoute, Cyril, bien. On va ensemble parler de cette salle, mais plus particulièrement de la fabrication, de comment tu as conceptionné, fabriqué et utilisé les matériaux qui sont utilisés dans cette salle. Tu vas nous parler un peu de tout ça. Je m'appelle Dominique Lotte, je suis le gérant de la société Luxe Émotion. La société a conçu et aménagé cette salle de cinéma. On se trouve actuellement dans les locaux de la société Extreme Screen qui m'a accueilli, qui m'a mis à ma disposition ce local qui fait 27 mètres carrés. C'est une collaboration entre nos deux sociétés qui ont permis à ce résultat final
qui je trouve est de très grande qualité. Alors moi je trouve pas du tout, je vais te fâcher. Hein. Non mais c'est catastrophique, comment vous avez pu faire une salle aussi merdique c'est pas vrai. Non, je plaisante. On va en parler de cette salle. Justement, comment ça t'est venu l'idée de faire une salle avec eux? Pourquoi as-tu choisi Xtreme pour réaliser cette salle? Alors pour la réalisation de cette salle, je me suis associé avec Xtreme Screen parce qu'au travers de toutes ces années, ce sont devenus des acteurs incontournables en Alsace. Sur l'audio, la vidéo en Alsace, c'est vrai que... sur la qualité de l'image, sur le matériel qu'ils vendent. Donc leur expertise, parce qu'ils ont quand même 25 ans d'expérience, leur expertise t'a aidé aussi justement à concevoir et réaliser cette salle. C'est un projet commun, comme je le dis toujours. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. On peut commencer avec toute la partie esthétique et visuelle. Ah, justement, alors déjà visuellement, on retrouve une superbe salle avec des matériaux de qualité. Alors tu peux nous montrer, s'il te plaît, les matériaux que tu as utilisés. Alors on va commencer le plus simplement par la moquette. Hein. Déjà une moquette Biton, donc on ne l'a pas tout simplement déroulée telle qu'elle. On a choisi le sens d'orientation des fibres pour éviter toute réflexion par rapport à l'écran, par rapport à l'écran, par rapport à l'image projetée. Donc ça c'est un premier point. Et ensuite on a rajouté une couche amortissante sous la moquette qui rajoute encore un effet... Ce côté, tu marches sur des œufs. On a l'impression vraiment de... Ah bah ouais, c'est extraordinaire. Les pieds s'enfoncent dans la moquette et puis on a envie d'être pieds nus en fait. C'est ça. C'est ça le... Et c'est un sentiment de bien-être quand tu rentres dans la salle directement. Hop, d'entrée de jeu, et ça rajoute par la même occasion un effet amortissant. Après, on a sélectionné les meilleurs matériaux actuels sur le marché. On a utilisé de l'Alcantara sur nos panneaux muraux qu'on voit ici. De l'Alcantara, messieurs, dames. C'est de l'Alcantara qui a été retourné, qui a été tendu sur des panneaux en bois et de forme géométrique, ce qui rajoute un côté très très design à l'ensemble de la salle, qui apporte un côté, on va dire, moderne. Et je trouve que le résultat est du plus bel effet. Si vous regardez, en fait, il y a un décalage qui se forme au niveau, quand vous êtes à ce niveau-là, on le voit. Et on a essayé de garder les traits qui suivent la ligne. On part de là-bas et on a la ligne qui part et qui va jusqu'au fond, jusqu'à là-bas. Voilà, donc il n'y a pas de dissociation. Il y a une bonne continuité, ouais. C'était pour que derrière, quand on voit la globalité du mur, on se dit qu'il y a eu un sacré travail. C'est très très beau. Ouais. Et puis on a cet aspect aussi, tu vois, quand tu passes la main dessus, moi j'aime bien, ça fait, un côté, ça fait des petits reflets imparfaits, etc. C'est velouté, ouais, c'est cool. C'est très très agréable. Clairement, on a l'impression d'être comme dans une voiture de luxe. On a voulu, par la finition du travail qui a été accompli, d'arriver à une excellence quelque part. On a recherché par le biais de ce showroom transmettre notre savoir-faire parce que derrière il y a toute une équipe qui monte tous ces panneaux et c'est un vrai challenge pour monter des panneaux comme ça. Et on le voit, le résultat il est là. Il est là. On a aussi des panneaux en bois, enfin une arche en fait. Alors oui, on a entrecoupé ces trois panneaux, on va dire, d'arches, pour permettre de casser un peu la continuité, la planité du mur. En fait, il y a une double fonctionnalité à ces arches. C'est pas seulement un côté visuel. Alors là, on rentre un peu plus dans le côté technique. On a, de ce fait-là, avec les arches, on a pu intégrer les haut-parleurs, les enceintes Atmos. Les Atmos, voilà, les fameux Atmos. Donc, on était un peu limité avec la hauteur de la salle. Donc, on a pu, par le biais des arches, compenser un tout petit peu la profondeur des Atmos. Ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Utiliser une arche qui peut servir de décoration pour intégrer les enceintes, je trouve ça vraiment cool. Tout à fait. Et tu intègres aussi un système lumineux. Donc toutes les arches sont pilotables avec le système contrôle fort.
Ok, donc c'est de la domotique C'est qui du- permet de te contrôler en même temps toutes les lumières, les LED, etc. Alors le contrôle fort, il gère la partie audio, Mhm. les lumières, tout. On a fait un scénario pour que quand on lance un film, les pixels LED s'éteignent et que le film démarre. De la même manière que si vous voulez faire une pause, on appuie sur pause. Sur la télécommande qui se trouve, Qui se trouve ici, ici. c'est la télécommande contrôle fort. La porte s'ouvre automatiquement. Bon, on va pas le faire parce que sinon ça va tout couper. La porte s'ouvre automatiquement et c'est tout un scénario qu'on a mis en place pour permettre d'apprécier au mieux sa séance de cinéma. C'est l'heure de sortir. Que ça soit aussi le plus ergonomique et le plus facile à utiliser, ça, c'est la même partie pour domotique. quelqu'un qui veut, qui n'est pas spécialiste dans l'électronique, etc. Il peut utiliser avec la télécommande, tout est réglable, tout est paramétrable. On peut faire notamment, plusieurs scénarios en fait. Hein. tu as dit aussi au niveau des pixels LED. Donc c'est clairement, on peut avoir des LED qui s'affichent de toutes les couleurs, d'avoir des genres de dessins qui se dessinent sur les On arches. peut tout faire. D'ailleurs, on les montrera. on vous montrera tout ça, c'est vraiment on très fera très une sympa. séquence pour qu'on voie le résultat final. Parce que là, Ça donne un cachet énorme à la salle, ça, Ah ouais, c'est dingue. Tout comme les panneaux en Alcantara, c'est un vrai plus. Au niveau du plafond, tu es aussi sur d'Alcantara. alors tout est en Alcantara. Tout ce que vous voyez est en Partout, Alcantara. quoi. Les seules Partout. parties qui restent noires, on va dire, c'est du tissu tendu. Oui. Parce que forcément, il y a un moment À donné, l'arrière de la pièce, oui. quelque part, à un moment donné, il y a des enceintes dans une Mhm. salle de cinéma. Donc, Pour cacher les enceintes, on a utilisé le on tissu. a un tissu tendu Le qui est tissu juste ici, tendu, voilà. qui est intégré dans l'arche, Dans tout l'arche, simplement aussi. Ça justement. permet de l'arche arrière d'avoir les enceintes se rendre. Tout à fait. Et donc, ce tissu tendu, on peut enlever et changer l'enceinte s'il y a un problème On peut ou si tu retirer, veux c'est changer pas- d'enceinte. C'est un cadre qui est tout simplement posé à l'intérieur. Ça permet d'intervenir derrière l'arche si jamais il y a le moindre souci. Moi, j'aime beaucoup Voilà. les éclairages indirects. On voit pas du tout les LED. C'est vraiment très très bien fait. Et il y a aussi un truc qui m'a interpellé, c'est cette porte. Oui, qu'est-ce qu'elle a de particulier Alors- cette porte? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? On est enfermé à l'intérieur. Moi, je veux bien rester à l'intérieur. Hein. Elle s'ouvre automatiquement dès que j'appuie sur pause quand je regarde un film. Donc on va appuyer sur pause. Allez, c'est parti. Ça permet de sortir et de chercher On va ouvrir la porte. une glace. Et voilà. La porte s'ouvre. C'est pas génial, ça? Elle est magnifique la vie. Tu peux la Et là, on peut la refermer. Alors, direct, quand elle se ferme, il y a comme une impression, pas de sas, mais de silence. On se sent tout de suite bien. On se sent tout de suite super bien, comme tu dis. Le son n'est pas trop étouffé. D'ailleurs, c'est Mm. ce qu'on a recherché dans cette salle. Je pense que Franck en a parlé aussi brièvement. Elle n'est pas trop étouffée et moi je trouve que le résultat il est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment une belle réalisation. On va parler maintenant un peu d'acoustique quand même parce que Allons-y. c'est très important. On a derrière le décor mural, on a différents types de panneaux. C'est un tiers de la salle avant qui a été traité avec des panneaux acoustiques absorbants. Ok. D'ailleurs, on voit un tout petit peu l'effet sur certains panneaux. Comme ça, je ne vous raconte pas de bêtises. Vous voyez qu'il y a un léger renfoncement à force Ah oui, on le voit, ouais. à force que les gens touchent. Effectivement. C'est un showroom. Parce que c'est creux à C'est l'intérieur. creux à l'intérieur, hein, on voit la découpe. Et donc ça, c'est sur ce panneau-là, sur ceux-là. Et ensuite, on passe à du dur. Ok, donc il y a une alternance de creux et de dur. Un tiers de la salle avant est traité en absorbant. Mm.
comme dans toutes les salles classiques. Ensuite, on a des panneaux qui sont réfléchissants sur cette partie-là. Et ensuite, on a fait dans les angles arrière, sur les 2 angles arrière, on a mis des basses trappes. D'accord, pour absorber les basses. Les basses, exactement. Donc on peut aller les voir, on peut toucher, comme ça. On voit à ce niveau-là, il y a encore eu un traitement. Sur toute cette partie-là. Sur 20 cm, sur toute la hauteur de chaque côté, on a fait un traitement pour capter les basses. Parce que les basses trappes, Pour emprisonner les basses. parce que les basses trappes, ça sert à ça, hein, pour éviter. Ouais, c'est le côté de toute la pièce. Ce sont des pièges à basses. Ouais. Au niveau de la conception générale, on est, je parlais avant de boîte dans la boîte. Oui, alors on a conçu cette salle. Comme toujours, il faut éviter qu'il y ait des réflexions sonores qui se dispersent dans le bâtiment. Donc on a créé une boîte dans une boîte. Parce que sachant qu'il y a aussi des salles d'écoute en haut, donc forcément, si on met fort, le but c'était de pas gêner non plus en haut. Ou après, si vous voulez ce genre de salle de cinéma chez vous, vous voulez peut-être pas déranger l'étage supérieur. Tout simplement, voilà. Oui. Il y a peut-être madame qui dort déjà, ou les enfants en bas âge, et voilà, tout ça fait que... Et c'est aussi mieux pour le traitement du son, vous avez un meilleur résultat. C'est une salle exceptionnelle. Je vais vous en parler après de mon avis sur cette salle, parce que c'est important, et c'est aussi le but du jeu. Je pense que tu sauras mieux trouver exactement les mots pour la conclusion. Ouais. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ma conclusion va arriver, on va en discuter. Sans langue de bois, hein. Je vais y aller franco, vous savez comment je suis sur la chaîne. Jamais de langue de bois, on y va direct. On a aussi sélectionné ces magnifiques canapés qui sont fournis par la société Extreme Screen. D'ailleurs, tout le matériel qui est dans cette salle vient de mon partenaire Extreme Screen. Moi, je m'occupe uniquement de la conception, de la réalisation de la salle. Et de l'aménagement. Et eux, ils te fournissent le matériel en fonction de si le client veut tel et tel équipement, tout à fait. Tel et tel niveau d'équipement, eh bien c'est Extreme qui va apporter son expertise technique. Tout à fait. Et c'est le résultat de cette combinaison qui donne un projet phénoménal. On peut les utiliser dans un salon traditionnel, c'est moins typé, salle de cinéma. Donc si vous cachez les porte-gobelets... Je trouve cette fonction, mais alors, super bien. Parce que là, on est vraiment en fauteuil cinéma, et hop, dès qu'on rentre, ça fait un sofa comme dans un salon. Comme dans un salon. Je trouve que c'est une double utilisation, ce genre on a aussi fauteuil. Les accoudoirs derrière qui montent et qui descendent. Tout à fait. Enfin, c'est pas l'accoudoir, l'appui-tête, pardon. Je vous fais une petite démo. C'est ce qui marche le mieux en général. Voilà. Donc ça, c'est l'appui-tête. On descend l'appui-tête, ce qui permet de dégager les oreilles. On n'a pas... Voilà, quand vous avez fini votre séance, vous remettez tout en place. Et ça fait un canapé vraiment très, très, très moderne. Hop. C'est top. On va remettre l'appui-tête, parce que sinon, on va pas être bien. Alors c'est un fauteuil de salle de cinéma. Moi je le trouve très confortable, il est vraiment très agréable, il est ferme mais pas trop dur. Ça évite qu'on s'endorme pendant une séance. Une séance, et puis ça évite aussi qu'on ait mal au dos toute la séance et que ça soit une torture. S'il est trop mou, tout le monde s'endort. Exactement. Moi je le trouve parfait. On a aussi des liseuses dessus. Oui, tu as en option une liseuse, donc je peux appuyer dessus si tu veux. C'est que des petits détails qui font que l'expérience... C'est très, très bien pensé. L'expérience cinématographique, ça reste super pratique et c'est fun. C'est vraiment fun à utiliser. Vous touchez tout simplement. Donc il y a différents modes, on reste appuyé dessus. C'est dimmable. J'adore ces fauteuils. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a retenu ces canapés dans notre sélection. Est-ce qu'on peut finir aussi sur le budget de cette salle? Parce que c'est quand même important, le budget. Ah, la question qui tue. Alors, on peut en parler très franchement. Le prix moyen d'une salle telle qu'elle est aux alentours des 300 000 euros. 300 000 euros. 300 000 euros. Ah ouais! Tout compris. Tout compris. Clé en main, je lance comme ici, je prends la télécommande et c'est parti, quoi. Tu t'assieds dans le fauteuil, Cyril, et tu... Bon, alors attends, j'ai ma banque en ligne là. C'est effectivement un budget.
mais c'est une salle C'est le budget premium de cette salle. de cette salle. De cette Par salle. contre, tu peux toi-même réaliser aussi des salles moins chères. Après, On peut s'adapter aux clients. Tout à fait. Tout à fait, en fonction de la demande du client. C'est sûr qu'on peut aller plus haut, mais on peut aussi descendre et on adapte à chaque demande le budget. Bon, Dominique, c'est bien beau tout ça, mais j'ai pas 300 000 euros. Alors, dis-moi, c'est quoi le ticket d'entrée pour que tu me fasses une salle de cinéma pour un autre budget, là, mais avec ce savoir-faire, cette technique, et puis aussi, eh bien, cette ingénierie qui est derrière, hein, pas forcément les meilleurs amplis, le meilleur vidéoprojecteur et tout, mais pour avoir un rendu spectaculaire, c'est quoi ton ticket d'entrée? C'est une bonne question, Cyril. Hein. Ah, là. Alors tout dépend après de la finition de la salle, de l'équipement que tu mets à l'intérieur. Ça dépend de plein de paramètres. Je sais bien. Je peux te faire juste la conception. Je peux juste te faire les Ah, plans. donc tu peux proposer aussi juste la conception, les plans, etc. Tout à fait. Et après, je peux vous suivre sur les conseils de l'établissement, de ce qu'il faut faire. Ça, je peux faire aussi. Ok, c'est bon à savoir. Moi, je pense que pour faire une belle salle, il faut que tu mettes minimum 50 000 euros. 50 000 euros. Bah voilà, Si t'as tu répondu ne- à ma question. si tu C'était ne- la question piège du jour. Si tu commences en dessous, tu vas faire quelque chose, mais ça sera pas du luxe émotion. Avant la fin, je voulais quand même, vous le savez, parler de mon avis. Oui, on attend ton avis avec impatience. Comme tu es un spécialiste, la sentence va tomber. Il me lance des regards noirs, Non, je non, te jure, pas il y a des pistolets dans ses Mais non, yeux. mais non, pas du tout, au contraire. Eh. On se connaît Alors depuis là- assez longtemps maintenant. On se connaît bien, effectivement. Tu imagines, tu penses, tu sais déjà ce que tu l'as lu dans mes yeux en fait quand j'ai regardé les démos, ce que tu m'as montré. Forcément, tu t'attends à ce que je te dise que c'est une salle extraordinaire, que je n'ai jamais entendu un son pareil ni une image aussi incroyable. Tu t'attends à ça. Eh bien, je veux te dire que tu te trompes, mon cher ami. On est là pour apprendre. Oh, hein. je plaisante. Non, c'est en fait dans une expérience home cinéma, je pars toujours du principe que quand tu rentres dans une salle, c'est comme quand tu veux acheter un appartement ou une maison, c'est les 15 premières secondes qui sont les plus importantes quand tu rentres dans la baraque. Tu fais « Ah ouais, cette baraque, elle est potentiellement pour moi. » Et quand je suis rentré dans cette salle, je me suis dit « Ah oui, effectivement, ça en jette. » Ça en jette parce que on a l'impression que c'est la salle de cinéma de James Bond. Tu vois, Daniel Craig, il était là à m'attendre derrière avec un petit whisky. L'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec modération. C'est incroyable comme sentiment quand tu rentres dans la salle. C'est très classieux, très cosy, avec le canapé. Et j'en ai parlé, on a parlé de la moquette. Tout de suite, quand tu rentres dans la salle, la moquette qui fait pouf, pouf, on a l'impression de marcher sur des œufs et de s'enfoncer dedans et t'as envie de te coucher sur la moquette. C'est hyper moelleux. J'avais envie d'enlever les baskets, tout ça. On se sent bien quand tu fermes la porte ensuite et que tu découvres cet énorme écran en façade qui fait plus de 4 mètres là, c'est immense. Et t'es au milieu de ça, tu regardes, c'est l'expérience commence. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est l'expérience. Pour moi, ça c'est vraiment le mot le plus important qui caractérise cette salle. C'est une expérience hors norme. Voilà. Et l'émotion qu'elle transcrit Oui. par ces fêtes-là. L'expérience. Ah bah... En fait, tous les maillons sont réunis pour te procurer un plaisir inoubliable. Des Que ce soit le sensations. confort même voilà, des sièges, le côté au niveau de l'acoustique de la pièce. Voilà, on se sent bien, on n'est pas étouffé par la pièce. Pas du tout, pas du tout. On se sent bien. On pourrait, Ouais, tu vois, là on parle correctement. On n'a pas besoin de lever la Non. voix pour avoir plus de volume sonore et pour s'entendre et pour se comprendre. C'est intelligible. Et c'est exactement ce qui se passe quand on regarde un film. Première chose, c'est peu importe le volume sonore que vous mettez, ça reste ultra intelligible. Ouais. Que vous l'écoutez pas fort du tout, parce qu'il y en a qui écoutent pas fort des salles de cinéma, ou que vous l'écoutez très très fort, à des volumes déraisonnables. On est d'accord, je pourrais même pas On est supporter monté, ça, parce que ouais, le record c'est 120 décibels.
Sans- C'est le décollage d'un avion, hein, excusez-moi, mais Aucune distorsion, aucune c'est de la agressivité au niveau de l'aigu. je ne pense pas. Voilà. Je dis pas que pouvoir- c'est bien de le faire, mais Non. en tout cas, le système a la capacité et on n'a aucune agressivité. Pour atteindre un tel niveau de précision, voilà, d'ambiance aussi, parce qu'on est dans une salle qui a très peu d'enceintes par rapport à d'autres salles bien plus fournies en termes d'enceintes, t'en as dans tous les sens. Là, on est sur un simple 7.4.4, donc 4 caissons de basse, 7 enceintes autour de vous et 4 Atmos. Je connais des salles qui ont 11 points, je sais pas combien, il y a des amplis qui font bien plus, mais on se rend compte qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup d'enceintes pour faire un son qualitatif. Alors les caissons de basse, 4 caissons de basse, c'est énorme, c'est très important même dans une surface aussi petite pour de tels caissons. Pour déjà respecter le waveforming de Trinov, on est obligé de minimum avoir 4 caissons. Voilà. Donc clairement. c'est un minimum requis. Après, on peut faire quelque chose de très bien juste avec 2 caissons, ça marchera déjà très très bien, mais si tu veux respecter le protocole waveforming, il faut avoir minimum 4 caissons. Donc tu es obligé de passer par là pour, on le rappelle, cette salle, c'est l'une des rares salles en Europe qui est estampillée, labellisée, waveforming par Trinov. On parle du son, mais l'expérience vient aussi avec l'image. Bien sûr. Parce que c'est une expérience sensorielle avec le son et l'image. Le son, vous avez l'impression d'être dans un avion de chasse, c'est-à-dire que ça vibre de tous les côtés. Si vous regardez par exemple Top Gun, que j'adore, que je connais par cœur, vous êtes à fond dedans, t'as tout qui vibre. On regarde des films d'action, les coups de feu, ils vous rentrent dans le plexus. Ouais, c'est hyper précis, ça ne baffe pas. Et en même temps, c'est rentre dedans, c'est sec, dynamique, c'est dynamique sec, à fond. ça descend très bas dans le grave aussi. Ça descend très très bas dans le grave. Voilà, on n'a pas de distorsion de la salle, on n'a aucune vibration. Donc, et le son est très bon, même ici, ouais, bien où sûr, là, le son est quand même très bon. Ouais. Alors il y a le hotspot, bien entendu, fait. forcément. On est très bien ici, notamment aussi au niveau de l'écran. L'image, elle est énorme. Alors je vais revenir sur le son avant de commencer sur l'image. Le son, ce qui m'a aussi interpellé, c'est qu'on ne sait pas d'où viennent les sons. Ils sont très diffus, sans mauvais jeu de mots. Ça part dans tous les sens. On n'arrive pas à dire d'où ça vient. C'est une vague. On est entouré, une bulle. Vraiment une bulle, avec des atmos aussi qui vous arrivent dessus. C'est vraiment une bulle. J'adore ce côté haut rendement. Vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, que le haut rendement, c'est pour moi la dynamique, le côté très spectaculaire, très live. J'adore les enceintes à haut rendement et le rendu que ça peut avoir. Avec le côté un peu hi-fi justement du Avec tweeter à ruban. Le tweeter à ruban, le côté très hi-fi qui apporte beaucoup de détails sur le haut du spectre. Ce qui est souvent l'inconvénient du haut rendement, c'est que c'est un peu criard sur le haut du spectre. Là, pas du tout. C'est très doux et très lisible. Les graves, incroyables. Jamais entendu et ressenti des graves pareils. Oh là là, quelle intro! C'est de la folie. Surtout la lisibilité du grave, en fait, même dans des notes d'infra, on arrive à déceler une différence de notes, d'octaves, de ci et ça, et tu te dis waouh, mais en fait, il y a une variation de. J'ai redécouvert certains passages où je me dis non, mais c'est pas possible, j'avais pas un grave comme ça là-dedans. Et tu as envie de voir tous tes films avec cette expérience. On redécouvre complètement les films. Tu redécouvres, t'es dedans. T'as pas vu, en fait, quand tu revois les scènes que tu ne connais par cœur, tu dis mais c'est pas le même film. C'est pas le même film. Même dans tout simplement un coup de feu, vous le regardez chez vous, le coup de feu il paraît plat. Vous le regardez ici, le coup de feu, c'est comme si tu avais le gun en main et que tu avais un gros magnum et que tu tirais et que tu as la vibration dans la main, quoi, dans tout le corps. Et ben là c'est pareil, c'est vraiment bluffant. Ah, c'est difficile à expliquer, c'est une sensation qui est du live. Donc venez ici à Oswald. C'est bien de le préciser parce que lors de cette vidéo, on fait gagner une expérience. L'idée c'est de remercier un de tes abonnés et il aura une séance VIP dans cette salle avec sa famille, donc il pourra choisir dans l'ensemble de nos films le film qu'il souhaite voir avec sa petite famille et il aura la salle pour lui tout seul et voilà, c'est un moment privilégié. C'est génial. On propose
à un de tes abonnés. Donc vous avez entendu, pour participer à ce concours, c'est très simple. Il faudra liker bien entendu la vidéo, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je contrôlerai, attention. Et puis me mettre en commentaire Luxe Émotion XS. Ok? Super. Allez, Luxe Je Émotion, valide. vous notez la mention Luxe Émotion XS. Je mettrai toutes les informations dans la description de la vidéo. On fera lors d'un live, on nommera le gagnant qui pourra venir ici à Oswald découvrir avec sa famille. S'ils sont 15, c'est pas grave. Si on a assez de place. Moi j'ai une grande famille. Hein. Ouais, pas de problème. On les accueille avec grand plaisir. On découvrira, donc vous découvrirez avec votre famille cette salle de cinéma. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo avec vos amis, votre famille, etc. pour pouvoir participer à ce concours. On en revient maintenant à l'image. Le son, on a fait le tour. Je déteste le son, mais bref. On en revient à l'image. L'image, je l'ai découvert avec le Sony Raptor, qui était déjà il y a quelques semaines, qui était déjà très très bon. Je reconnaissais l'image Sony, que je suis habitué, etc. Moi-même possesseur d'un Sony, pas de cette gamme-là, mais voilà. Et sur l'image de ce Sony, c'était vraiment déjà très très lumineux, avec une précision des couleurs et un piqué impressionnant. Bonne fluidité d'image forcément, avec le mode VR qui avantage énormément, et puis sur un système comme ça, c'est normal. Des noirs très très profonds. Et ensuite, là, j'ai découvert aujourd'hui le Christie, qui est plus péchu, plus lumineux, qui fait aussi plus de bruit, on est d'accord, à l'extérieur, on en a parlé avant, qui a une image, je trouve, plus authentique en termes de cinéma. Plus authentique, plus de piqué aussi, un peu plus de précision de l'image, c'est vraiment chirurgical. Ça peut-être en gêner certains qui trouvent que le piqué est trop et ça fait trop surfait sur les effets spéciaux notamment, tu vois. Après, qui peut le plus, peut le moins. Ah bien sûr, tu peux régler ensuite, tu peux adoucir, c'est ça qui est bien. Et surtout, la pêche lumineuse. La pêche, elle... Waouh. Et on se rend pas compte, mais ça change tout. Ça veut dire que les néons, les éclairages, on a vu dans la scène, dans la boîte de nuit, dans Bad Boy Dying Ride. Ouais, le dernier. Voilà, le dernier Bad Boys. La scène dans la boîte de nuit avec toutes les lumières. C'est une scène très compliquée dans le noir avec des néons de toutes les couleurs, des bonbons, etc., des coups de feu. Ça part dans tous les sens. Et c'est d'une lisibilité à toute épreuve. C'est d'une précision. Les gros plans sur les visages sont à lécher. Et en plus, ça rajoute encore de la texture à l'image. La dynamique va te donner une sensation de piqué. Tu as envie de toucher les pores de la peau des acteurs et puis de tout ça, en fait. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. La carrosserie sur les bagnoles, avec les reflets, tu as vraiment l'impression que tu as une carrosserie. C'est comme si tu le voyais en vrai. C'est un projecteur qui te délivre une image qui est très limpide. On ne se pose plus de questions. C'est-à-dire que on a un naturel, on n'a pas d'image qui est forcée. C'est-à-dire c'est piqué, mais ça reste doux malgré tout. Et on a un rendu extrêmement cinéma. Alors le Sony va te donner aussi ce rendu-là, mais comme on a un contraste intra-image qui est un peu plus faiblard, entre guillemets, on n'aura pas cette force, ce détachement des plans qu'on a avec le Christie. Le Christie va te donner vraiment une dynamique d'image qui est absolument remarquable. Folle. C'est deux images totalement différentes en termes de rendu, d'esprit, en termes d'esprit aussi. Voilà. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre, mais c'est deux esprits différents. C'est ça. Toutes les deux sont belles. Du moment que tu les compares pas en AB, franchement, que tu choisisses l'un ou l'autre, tu seras dans l'excellence. Maintenant, quand tu compares, tu auras sûrement une préférence pour l'une ou l'autre image. Mais sans comparaison, moi personnellement, vu les premières images, j'aime bien les images très pétantes, très lumineuses, très acidulées, avec des couleurs pétantes, acidulantes. Je ne sais même pas si ça se dit acidulante, c'est acidulé, bref. Je suis fatigué. Et donc, forcément, j'ai envie de me dire, Christie. Mais quelqu'un d'autre peut beaucoup mieux aimer le Sony. Tout à fait. Alors le Sony, on va dire qu'il est plus plug and play, c'est-à-dire qu'il sera déjà très bon tout de suite. Bien sûr, il faut faire des réglages de 3D LUT avec le mat vert, etc. Le Christie, le rendu qu'on a vu aujourd'hui, c'est parce qu'il a été optimisé.
Si tu prends le produit de base, sans optimisation de la lentille, sans la toile adéquate, on n'aura pas le niveau de noir que tu as vu. On D'accord. sera sur une image qui sera beaucoup plus dégradée, entre guillemets. Ce qui fait la force, c'est vraiment l'optimisation derrière tout l'aspect tuning qu'on a fait. C'est ça qui fait qu'on a une image démultipliée en termes de contraste. Parce que de base, on est sur du 2000 pour 1. C'est ce qu'on retrouve un petit peu sur tous les DLP. Hein. Là, avec l'optimisation, on est à près de 10 000 pour 1. C'est énorme. Et ça change. C'est énorme. Ça change tout. Ah oui, mais c'est clair. Et le fait d'avoir de la dynamique va te donner aussi des couleurs plus saturées, plus chatoyantes, et ça va te donner du relief, un détachement des plans. Et du coup, c'est une image qui est totalement différente. On se rapproche un petit peu de notre référence, qui est le mur micro LED, visionnaire qu'on a dans notre showroom aussi. On retrouve un petit peu cette signature-là, avec la dynamique. On n'atteindra jamais le niveau de noir absolu du micro LED parce que c'est pas la même technologie. Oui, mais les sensations sont très très proches de ce qu'on retrouve avec le micro LED, mais en version projetée. Et donc l'avantage, nous, le micro LED, on ne peut pas forcément toujours le mettre dans une salle dédiée. Et tu ne peux pas mettre d'enceinte derrière non plus. Voilà, c'est essentiellement à cause de ça qu'on a décidé d'opter pour un modèle type Christie, justement pour essayer de retrouver les performances de notre micro LED, mais en version projection. D'accord. Et aujourd'hui, il n'y a que du matériel professionnel qui peut apporter cette qualité-là. Alors, il y a des concessions à faire, hein, évidemment. C'est des projecteurs il faut le mettre à l'extérieur. Voilà, qui sont volumineux. Qui sont bruyants, donc voilà, c'est pour ça qu'on le réserve vraiment pour une salle dédiée, où on a la possibilité de faire une salle technique. Quand c'est pas possible, alors le Sony devient de nouveau un choix très pertinent. Parce que le Sony, voilà, on peut le mettre. Le Sony a sa place dans une salle comme celle-ci, il a sa place. Il a 3 ans, mais il n'est pas encore dépassé, il a encore de beaux jours. Ah oui, j'imagine. Je voulais un peu parler de la salle aussi. Toi et ton équipe, vous avez fait un travail incroyable en termes de finition. Avec les matériaux utilisés, c'est vraiment, comme je disais avant, c'est comme dans une voiture de luxe. Et c'est cosy, avec le canapé, le choix des matériaux, la moquette, tout est dans le détail, en fait. On est dans une Aston Martin. C'est ça, c'est un peu ça. On a de l'Alcantara. Et en plus, tu as le gros moteur, et puis ça fait du bruit. Exactement. James Bond roule en Aston Martin. Exactement, voilà. D'ailleurs, Daniel Craig nous attend dehors là, pour faire un tour. C'est ça. Donc, on va y aller. Non, c'était impressionnant. Alors, vous l'attendez quand même. Hein. Il y a des trucs qui m'ont gêné, on va dire, dans cette salle. Pas forcément, c'est par rapport à mon goût, à moi, personnel. Hein. Chacun a ses goûts personnels. Je trouve personnellement que c'est trop neutre. Trop neutre dans le fait qu'il n'y a pas de décoration. Ça manque de personnalité pour moi. Tu vois, un petit cadre, une petite statue. Mais après, tu peux toujours l'ajouter, hein, c'est un parti pris. Voilà, c'est un parti pris. N'oublions pas que c'est une salle de démonstration. Donc, il faut que tout le monde se sente bien, un maximum de personnes se sentent bien. Moi, j'aurais un petit peu plus accessoirisé, je dois dire. Ensuite, tu peux toujours le faire. Tu peux toujours le faire. Des petits défauts, j'en vois très peu, mais vraiment très peu. C'est-à-dire que la moquette, j'aurais pas forcément choisi cette couleur-là, pour ma part. J'aurais peut-être pris quelque chose de... Plus tranché, en fait, plus tranché, voilà. Là, on est dans le cosy, dans le brun, le taupe, etc. J'aurais peut-être choisi une moquette, genre, je sais pas, n'importe quoi, violet, fuchsia, ou quelque chose qui tranche. On aurait perdu en immersion. Sans doute. Voilà, on voulait pas faire de compromis sur la qualité de retranscription au niveau de l'image, et donc on a fait ce compromis-là. Ouais. Après, c'est purement esthétique. C'est une question de goût. Voilà, c'est une question de goût. C'est pas que tu as fait n'importe quoi. Hein. C'est une question de goût. Après, c'est nous qui avons imposé la couleur des murs et de la moquette. Donc ça n'a rien à voir avec Dominique. Au départ, Franck voulait la rendre toute noire. C'est moi qui a dit ah ouais, mais là tu perds le côté cosy. Ouais. Voilà, du coup on a fait quelques compromis et c'était ce compromis là qu'on a décidé de faire. Après ça c'est de l'ordre esthétique, donc après comme c'est un showroom, c'est une salle de démo,
On peut pas faire toutes les variantes possibles, mais voilà, je comprends, comme on était déjà passé chez toi, je comprends. Oui, après cette, c'est une histoire de goût. voilà. Ensuite, les arches, Mhm, pour moi, je trouve qu'il y en a trop dans l'espace mhm. disponible. Il y en a une de trop, c'est celle-ci au milieu. Mais Mais encore une fois, c'est un c'est choix d'un point technique technique aussi pour les cacher enceintes. les enceintes. Mais c'est vrai que dans cette disposition, je sais pas, ça me paraît trop chargé avec cette arche au milieu. Sur le coup, je me suis dit, cette arche-là, peut-être je l'aurais fait peut-être un petit peu plus fine. Elle est plus fine sur les côtés. Elle est un petit peu plus fine, ouais. Mais à part ça, c'est vraiment... voilà, Oui, d'un c'est point de du vue, détail. détail. C'est pinaille. Et ce que j'aurais souhaité vraiment, Oui. et ce que je kiffe vraiment encore pour l'immersion, c'est d'avoir un effet tunnel. On n'avait pas la. Que j'ai effectivement déjà vu dans certaines autres salles, d'avoir ce côté tunnel avec les parois qui sont comme ça en fait, qui sont décalées. Je ça vois. c'est un C'était rendu, quelque moi chose qu'on j'adore voulait ça. faire au départ, mais on aurait perdu trop de largeur d'image et on voulait faire aucune concession sur la largeur C'est d'image. trop typé. C'est vrai ça, que mais plus c'est- tu Ah bah, descends, tu vas t'es très large on aurait derrière, perdu 1 mètre de. et ça avance comme ça. On Ouais. aurait perdu 1 mètre d'image, on serait passé sur 3 mètres au lieu de 4 mètres. Et là, l'expérience, elle serait complètement anéantie par rapport à cet effet-là. Mais je C'est- comprends que c'est sûr. c'est Et un après- bon effet aussi. En dernier point, j'ai pas le budget pour cette salle. C'est vrai que c'est quand même une salle premium, l'une des salles les plus Ultime. chères, les plus ultimes aussi que j'ai testées. Mhm. Les plus incroyables en termes de rendu, c'est vraiment sur le coup là, ça mérite, comme tu disais, ça mérite les 300 000 €. Moi, je me rappelle la première fois que tu as découvert la salle, tu sautais dans tous les sens. Ah non, mais Tu étais tout excité, Ah ouais. t'étais comme une puce. je connaissais pas le prix. Non, non. Maintenant je le connais, je me dis, je pourrais jamais me la permettre. Oui, mais après, c'est aussi intéressant de voir ce qu'il est possible de faire. Tout à fait, C'est On vrai. peut se faire plaisir, honnêtement, on peut se faire plaisir avec la moitié du budget, voire même 1/10 du budget. C'est pas une question de prix, c'est une question de bien choisir son matériel, de bien le mettre en œuvre. Et après, c'est le plaisir. Je veux dire, le plaisir n'est pas dans le matériel forcément. Il est dans l'instant que tu partages Dans avec la l'instant. famille. Et là, l'instant, il est top. D'ailleurs, on va continuer hors caméra à se faire plaisir avec un film. Lequel tu as choisi? Lequel? Alors moi, j'ai une petite préférence. J'aimerais bien regarder The Greatest Showman. Ouais. Ah, il est excellent ce film. Been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. J'aimerais bien regarder de nouveau sur cet écran. Je suis pas du tout blockbuster de ouf. Alors j'aimerais bien aussi un petit blockbuster. Le petit Tom Cruise là. Ouais, le dernier, je l'ai pas encore vu au cinéma, mais il a l'air pas mal, ouais, effectivement. Je reviendrai le voir dans cette salle. Comme dit, tu pourras peut-être même venir avec l'abonné. Hein, Ah, pour passer, pourquoi pas? bah, Pourquoi une pas? séance privilégiée Si avec un de jamais tes abonnés. vous souhaitez ma présence, eh bien, je peux venir aussi pour participer justement à l'expérience. Ce sera avec grand plaisir. Merci, messieurs. Merci Merci à à toi. toi. sur Je ce- vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abonner, liker, Liker. participer, concourir si vous souhaitez remporter peut-être un séjour ici. Vous êtes invité avec votre famille directement ici. Bien entendu, on ne prendra pas en charge les hôtels, le déplacement, etc. C'est à votre charge, bien entendu. Non, mais il y hein. aura la bonne pizza. Mais il y aura une le bonne repas, boisson, la boisson voilà. et puis ma présence. Alors, l'idée, Voilà. c'est vraiment comment dire, de donner une expérience, voilà, qui n'est pas commune. Et Ah, c'est le but un petit peu de c'est un cette super cadeau, hein, découverte. franchement. Du VIP. Voilà. Super. Vous Super n'avez expérience. jamais vécu ça nulle part. En Europe en tout cas. Oui, en Europe. Voilà. Après, il faut D'autres venir pour le vivre. Exactement. Ça, c'est le mot de la fin. Je pense ne pourrais pas trouver que pour mieux. se faire une idée, il faut venir. Non, le mieux, c'est effectivement voilà, de vivre l'instant, de Clairement. tester sur site. Voilà. Si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, je vous mets les coordonnées de Luxe Émotion, de Extreme Screen. Comme ça, si vous voulez contacter
pour une salle, Tout à fait. pour autre chose, Voilà, pour pour ça. du conseil, etc. Eh peux. bien, ils sont là pour ça. Et en attendant, moi je vais continuer à regarder un film. Avec hein. grand plaisir, On on te est laisse parti. la salle est à toi. Allez, sur ce, salut Bissam. Salut Bissom. Salut, puis ça va.